Bienvenue dans le débat. Donald Trump reçoit MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, à la Maison-Blanche avec FAST. La visite va durer 3 jours avec l'objectif de signer un accord de sécurité. Les Saoudiens souhaitent acheter des F-35 et signer un accord sur des transferts de technologies dans le nucléaire notamment et dans l'intelligence artificielle. Trump place Riyad au cœur de sa stratégie au Moyen-Orient et il veut convaincre MBS de normaliser ses relations avec Israël. Le président américain souhaite aussi que l'Arabie Saoudite investisse aux États-Unis. Cette visite de MBS a lieu dans un contexte de changement stratégique au Moyen-Orient, le coup porté au programme nucléaire iranien, le cessez-le-feu fragile à Gaza ou encore la reconstruction de la Syrie. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le plan de paix de Donald Trump à Gaza, avec notamment le projet du déploiement d'une force internationale de stabilisation. Alors, quelle est la relation entre Donald Trump et MBS? Quel est le deal entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Comment cette visite du prince héritier saoudien s'inscrit-elle dans la redéfinition du Moyen-Orient? On va en parler avec mes invités. Michael Darmon est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à I24, auteur des Les derniers jours d'Yitzhak Rabin aux éditions Passé Composé. Ça est sorti il y a quelques semaines. On le voit s'afficher, non on ne le voit pas s'afficher, mais donc les derniers jours d'Yitzhak Rabin. Merci d'être là, en tout cas, d'être là, Michael Darmon. En face de vous, nous avons Karim-Émile Bittard, bonsoir. Enseignant à Sciences Po, professeur à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bienvenue, David Rigolero est avec nous ce soir, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Nous avons à New York Yasmina Asrargis, bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à l'Université de Princeton et également cofondatrice de l'Atlantic Middle East Forum. Ils viennent de donner une conférence de presse, MBS et Trump ensemble. Elle se termine en ce moment même. Et il y a eu de nombreuses informations sur ce fameux deal. On retrouve tout de suite Mathieu Mabin qui a suivi cette conférence de presse avec nous. Mathieu, il a vraiment tenu Donald Trump à dire que l'Arabie Saoudite allait investir 1000 milliards de dollars aux États-Unis et non pas 600 milliards de dollars. Ça, c'est l'une des informations de cette conférence de presse. Oui, absolument. Washington et Riyad scellent ce soir une série d'accords commerciaux et stratégiques d'une ampleur absolument exceptionnelle, je pense inégalée. L'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, s'engage à investir 1000 milliards de dollars. Donald Trump a feint de croire qu'il s'agissait en réalité de 600 milliards seulement. Mais bon, ça a été un prétexte pour que les deux hommes se congratulent longuement devant les journalistes, effectivement, qui étaient réunis dans le bureau ovale pour cette conférence de presse qui voulait faire croire qu'elle était improvisée. 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine, notamment dans l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et l'énergie. En contrepartie, les États-Unis ouvrent la voie à une vente d'armement évaluée à près de 140 milliards de dollars, incluant la possible livraison d'avions furtifs F-35. Et c'est un sujet ici, puisque cela devra s'opérer sous réserve du feu vert du Congrès. Un autre volet clé concerne le nucléaire civil, évidemment. On s'y attendait. Washington accepte le principe d'un programme nucléaire saoudien à condition qu'il reste strictement pacifique et placé sous contrôle international. Derrière ces signatures, un objectif géopolitique absolument clair, resserrer l'alliance américano-saoudienne face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, elle, cherche à diversifier son économie dans le cadre du plan Vision 2030 et à s'acheter une garantie stratégique américaine indispensable à son avenir. Et cela semble être chose faite finalement. Et puis, en toile de fond, pour finir, la Maison-Blanche espère aussi favoriser un rapprochement entre Riyad et Israël, évidemment, avec les accords d'Abraham, au sujet desquels MBS confirme que les deux pays sont proches d'un accord, ou en tout cas en discutent, mais vous l'avez dit, la visite va durer 3 jours. Il n'y aura probablement pas beaucoup de temps pour évoquer les droits humains, en tout cas pas au regard de la manière dont Donald Trump a balayé le sujet de Jamal Khashoggi d'un revers de la main tout à fait choquant pour ceux qui y ont assisté. Merci Mathieu Mabin, donc en direct de Washington. On va écouter tout de suite Donald Trump, un extrait de cette conférence de presse. When you look at
Quand vous regardez le F-35 et que vous me demandez si c'est la même chose, je pense que oui, ce sera assez similaire. C'est un excellent allié, tout comme Israël. Et je sais qu'ils aimeraient que vous achetiez des avions de calibre réduit. Je ne pense pas que cela vous réjouisse beaucoup. Ils ont été de bons alliés. Israël a été un excellent allié et nous examinons cela en ce moment même. Mais en ce qui me concerne, ils sont tous les deux à un niveau où ils devraient obtenir ce qui se fait de mieux. David Rigoulet-Rose. Alors CF-35, c'est vrai que c'était au cœur de cet accord de défense entre MBS et Donald Trump, avec Israël qui est un peu frappé du poing sur la table, puisque c'était le seul pays de la région, donc jusqu'à cet accord, à avoir des F-35 américains. Oui. Alors, donc on est à une sorte de tournant quand même là dans les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, avec cet accord. Sans doute, mais effectivement, il y a le problème du passage devant le Congrès quand même, qui n'est pas anodin, puisque c'est le Congrès qui doit quand même valider ce type de... c'est une forme de transfert de technologie. Et puis, justement, par rapport à Israël, il y a toujours l'idée de maintenir un différentiel qualitatif, stratégique. Donc là, effectivement, c'est réduire ce différentiel, ce qui explique évidemment les réticences israéliennes. Mais en plus des réticences israéliennes, il y a aussi des réticences par rapport à la Chine. Ce n'est pas seulement par rapport à Israël, c'est par rapport à la Chine, puisque Riyad entretient d'excellentes relations avec la Chine, qui est son premier client pétrolier, et à qui Riyad a déjà acheté des fournitures militaires. Et donc tout ça est quand même très très compliqué, même si dans l'enthousiasme trumpien, il y a effectivement une surenchère de déclarations sur un accord de défense, sur un accord économique avec investissement de 1 000 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, sur un accord économique finalement dont parle l'Arabie Saoudite parce que eux parlent de partenariat sur l'intelligence artificielle, le nucléaire civil aussi avec Trump. C'est ce que souhaite MBS, ça aussi, c'est ces transferts de technologie, c'est ça ce qu'il souhaite finalement, le prince héritier. C'est l'un de ses souhaits. Le premier intérêt de cette visite pour lui est à mes yeux symbolique. Cela vient effectivement consacrer son retour en grâce après des années où les relations ont été tendues en dents de scie. Joe Biden voulait transformer l'Arabie Saoudite en paria de la communauté internationale, mais c'est quand même Biden qui a fait le premier pas pour réintégrer MBS. C'était après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mais là, c'est un retour en force. Le Square Lafayette à Washington DC va être illuminé aux couleurs de l'Arabie Saoudite. C'est une délégation, si j'ai bien compris, qui compte presque 1000 personnes, quasiment tous les ministres accompagnent MBS. Donc, c'est véritablement le retour de l'Arabie Saoudite comme partenaire privilégié. Et ça confirme que cette alliance résiste à tout, même à l'indépendance énergétique. Ce qu'a dit David est intéressant parce que ça montre la stupéfiante interdépendance de notre époque. Pendant longtemps, on nous disait, dès que l'Amérique accédera à l'indépendance énergétique, n'aura plus besoin des ressources du Golfe, elle va se désengager. Mais comme la prospérité américaine dépend aussi de la prospérité chinoise, qui quant à elle est plus que jamais dépendante du gaz et du pétrole en provenance du Golfe, l'Amérique ne se désengage pas et renforce cette coopération. Et en plus, il y a du business, Michael Darmon, du business de la famille Trump. Il en a dit un mot d'ailleurs, parce qu'il y a une question d'un journaliste en disant « Mais non, les affaires de ma famille n'ont rien à voir avec ce que je fais ici à la Maison-Blanche. » Mais enfin bon, là on parle d'un resort aux Maldives avec une compagnie saoudienne, des investissements de la famille Trump à Deria. On est aussi dans le mélange des genres. Oui, de toute façon, c'est la marque de fabrique de Trump et de sa famille de dire et d'assumer un mélange des genres. Vous savez, ce qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est que chaque jour, quand il termine sa journée, le président Trump, il regarde qui lui a donné de l'argent, avec qui il a pu faire business, et si en plus, puisqu'il est en situation, il peut faire de la politique et des accords, pour lui, ça ne pose aucun problème. C'est vrai que cette visite, elle est absolument fondamentale, parce que d'abord, c'est la prolongation de son approche dès le premier mandat. Il en a fait son chouchou dès le début. Il l'aime bien, MBS. Il l'a dit plusieurs fois. Au-delà de bien l'aimer, il adule complètement. Et c'est avec lui qu'il veut effectivement construire. Il lui donne la possibilité de conforter, c'est ce que est venu aussi chercher MBS, sa vision 2030, son projet 2030, en lui donnant un début d'indépendance énergétique avec le nucléaire civil et évidemment la possibilité d'avoir des investissements et donc des retours sur investissement aux États-Unis avec
l'armement tel qu'on vient de l'évoquer. Yasmina Asrargis, est-ce que cette visite clôt une fois pour toutes l'épisode Khashoggi, donc je rappelle l'assassinat du journaliste du Washington Post au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul, c'était en 2018. MBS avait été mis en cause directement par la CIA. On peut dire que c'est derrière, c'est terminé. On n'en parle plus. Alors, non seulement c'est derrière, mais effectivement, le premier mandat de Donald Trump avait déjà permis de clore quelque part ce dossier qui a été réouvert plus tard par l'administration Biden dans le contexte de la campagne du président Biden, ce qui n'avait pas facilité la tâche de Tony Blinken, qui derrière a institutionnalisé les relations et joué d'une diplomatie de l'apaisement vis-à-vis de Riyad avant de pouvoir discuter de choses plus sérieuses, qui était déjà cette question des accords d'Abraham et de coopération économique et de défense. La relation entre les États-Unis, en particulier entre Donald Trump et l'Arabie saoudite, elle se joue certes depuis 6 ans et depuis quelques années au devant de la scène, puisqu'il est maintenant président par 2 fois. Mais cette relation, elle a en réalité plus de 30 ans, puisque Donald Trump était lui-même très ami avec Adnan Khashoggi, l'oncle du journaliste, et il a depuis des décennies admiré les Saoudiens et l'Arabie saoudite au point de se faire construire dans la Trump Tower tout un étage qui ressemblait au palais de Adnan Khashoggi, à qui il avait également acheté son yacht, le Nabila. Donc c'est de proximité, si vous voulez, et Michael a parlé d'adulation. On est effectivement dans une forme de mimétisme qui aujourd'hui se joue au devant de la scène, mais qui perdure dans le monde du business et des affaires depuis plusieurs décennies maintenant. David Rigoleros, on se souvient de la brutalité de MBS, donc justement à cette époque, au moment de Khashoggi. On se souvient qu'il avait aussi enlevé le Premier ministre libanais, Saad Hariri, ça c'était la même époque. En tout cas, il était détenu en Arabie Saoudite. Il avait détenu aussi au Carlton, dans cet hôtel, ces milliardaires saoudiens. Il a fait la guerre au Yémen. En fait, il y a eu un MBS 1 et un MBS 2. Est-ce qu'il a changé ou est-ce que finalement, ce sont ses priorités qui ont changé ? Il est pragmatique, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu une première séquence où il reste brutal dans ses modalités de gestion des affaires, mais il avait au début des velléités effectivement très proactives au niveau régional. Vous évoquez le Yémen, il a lancé une guerre très incertaine. Il y a eu effectivement les scandales de l'assassinat du journaliste. Et puis il y a eu un tournant. Le tournant, en fait, c'est la frappe sur les infrastructures pétrolières le 14 septembre 2019. Parce que là, il s'est rendu compte que son plan Vision 2030, qui est son obsession personnelle... Il y a un plan de modernisation de l'Arabie saoudite. Il incarne au sens propre du terme ce plan. Et il veut qu'il réussisse et il a compris, avec cette frappe attribuée aux Houthis, mais en fait... évidemment, vraisemblablement plutôt au mandataire pro-iranien, sinon à l'Iran lui-même, qu'il ne pourrait pas réussir ce plan s'il continuait une logique de confrontation. Et donc, il a ajusté sa posture au point même d'essayer d'apparaître comme un médiateur, comme un go-between. On l'a vu avec l'Ukraine par la suite, on l'a vu avec Gaza. Il a complètement transformé son image et s'est rendu compte que c'était beaucoup plus bankable, d'une certaine manière, que la posture très agressive qu'il avait pu avoir au début de sa gouvernance. Mais comment a-t-il réussi à ce que finalement la communauté internationale oublie Khashoggi ? Elle n'a pas oublié. Il était paria et aujourd'hui... De toute façon, il y a un principe de réel politique. L'Arabie saoudite demeure le premier pays exportateur de pétrole. Personne ne peut faire l'économie au sens propre du terme du royaume saoudien. Et aussi le premier pays acheteur d'armes américaines. On a en Foreign Military Sales près de 140 milliards ouverts. Donc à l'époque de l'assassinat Khashoggi, Trump avait dit les choses très ouvertement. Il a dit ça me plaît pas trop qu'on ait charcuté un journaliste, mais face à l'ampleur de ces contrats, à côté de ces 140 milliards dans l'industrie de l'armement, il y avait déjà 600 milliards en cours, même si les chiffres sont parfois un peu gonflés. Donc c'est au nom de la réelle politique des intérêts économiques bien compris que l'on a fermé les yeux. Le temps est passé et comme vous l'avez dit tout à
à l'heure suggéré, les droits de l'homme n'ont jamais été la priorité de Donald Trump. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit pendant la conférence de presse, Michaël Darmon, qu'en matière de droits humains, il était très bien, MBS. Oui, ça, évidemment, c'est une sortie totalement que l'on peut totalement imputer donc au caractère provocateur de Trump, sachant que il balaye donc de la main un problème. Mais il n'est pas le seul à le faire. Toute la communauté internationale a décidé d'oublier. Et en particulier, n'oublions pas la France qui a voté, qui a fait campagne et qui a voté pour le fait que l'Arabie Saoudite puisse organiser l'exposition universelle en 2030. Après un long séjour où vous avez eu pratiquement tout le pouvoir saoudien qui est venu faire une campagne de séduction en France et qui a emporté ce vote avec le choix de la France exprimé. Donc il y a une décision effectivement de realpolitik de dire c'est une puissance régionale qui est en train de se mettre en place, d'émerger. Qui devient même un pivot. Qui devient un pivot peut-être effectivement avec des solutions politiques que l'on attend, pas simplement économiques, et de remodelage complet de la région vers effectivement une nouvelle ère, après en particulier aussi le 7 octobre. Yasmina Asrargis, on a un peu l'impression que pour MBS, donc c'est Donald Trump qui a affiché le chiffre de 1000 milliards d'investissements saoudiens aux États-Unis et pas MBS. En revanche, MBS, lui, a parlé de transfert de technologie, de F-35, de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc, on a presque l'impression que pour MBS, ça devient Saudi Arabia first, en fait. L'Arabie Saoudite en premier, un peu comme Donald Trump dirait l'Amérique first. Est-ce que c'est le cas ? Alors, par rapport au chiffre qui a été donné, moi, je ferai extrêmement attention parce que ce sont en général des chiffres qui sont prénégociés dans les coulisses pour pouvoir impressionner la communauté internationale et passer certains messages forts face aux journalistes. Mais en général, l'entièreté de ces budgets ne sont pas nécessairement appliqués comme tels. Ceci étant dit, ce à quoi on assiste réellement aussi, c'est une tentative de séduction de la part de Donald Trump qui a orchestré une chorégraphie qu'on n'avait pas vu depuis son retour à la Maison-Blanche et que l'on voit extrêmement rarement. Donc, un accueil à un niveau chef d'État plus, avec demain à Washington une conférence économique entre l'Arabie Saoudite et les businessmen américains qui se tiendra à la suite du dîner d'État de ce soir. Et donc demain, si vous voulez, sera la grande messe qui permettra de traduire potentiellement ces annonces en partage effectivement et coopération réelle avec la Silicon Valley et l'ensemble des acteurs économiques qui sont par ailleurs extrêmement proches de Trump. Je pense ici au PIF, donc le fonds d'investissement souverain saoudien qui travaille régulièrement et qui connaît extrêmement bien Donald Trump, Jared Kushner et tout l'écosystème américain de la Silicon Valley à Miami, à New York. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'était les annonces et la phase très diplomatique qui permet aussi à Trump de montrer son côté très humain, très tactile et sa façon de faire qui n'est pas celle de Biden, pour reprendre ses propres mots, qui n'est resté que 20 heures à Riyad, ce qui avait à l'époque été perçu comme une offense. Et donc, si vous voulez, Trump aujourd'hui a bien appuyé un peu sur toutes les erreurs diplomatiques qui ont été faites lors de l'ère Biden pour se présenter en grand allié et meilleur ami d'MBS, mais les choses sérieuses se dérouleront véritablement demain. Émile Bittard, il n'a pas eu besoin justement d'être obséquieux, MBS, là, ni de flatter Trump. On a vu dans cette conférence de presse, il a été quasiment silencieux et c'est effectivement l'opération séduction venait du côté de Trump. Alors pourquoi ? Parce que, comme le disait Yasmina, les relations remontent à loin, parce que les Saoudiens ont parfaitement bien compris la psychologie de Donald Trump. Sa première visite à l'étranger après son élection a été en Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont projeté son portrait géant sur des immenses buildings à Riyad et à Jeddah. Il était très flatté. Il a le sentiment d'être un roi qui est dans un meeting avec un autre roi. Ça fait partie vraiment de son ADN à Trump. Ce n'est pas un hasard si les mobilisations de masse aux États-Unis contre Trump ont pour slogan « No Kings », on ne veut pas de roi. Lui aimerait être dans cet état d'esprit-là. Il se rêverait roi d'Arabie Saoudite.
Un mot sur le nucléaire, David Rigoulet-Rose. Cet accord sur le nucléaire, alors nous en avons parlé de manière très allusive aujourd'hui. MBS, manifestement, y tient et puis il souhaiterait que son pays, que l'Arabie Saoudite, finalement, puisse retraiter, enrichir de l'uranium et aussi retraiter le plutonium. Or ça, est-ce que les États-Unis de Trump pourraient permettre à l'Arabie Saoudite, donc non seulement de profiter de la technologie nucléaire américaine, mais en plus de pouvoir enrichir son propre uranium? Est-ce que c'est ça qui est sur la table aujourd'hui? C'est un sujet très sensible. Ça fait partie des 3 points, justement, qui étaient dans la négociation pour une normalisation avec Israël. Très sensible pour les Américains, parce que d'abord, il y a une loi américaine qui encadre la question du transfert de matériaux nucléaires et de technologies à l'étranger, donc c'est très encadré. Et puis par ailleurs, il y a évidemment la préoccupation d'Israël sur la question de la prolifération du nucléaire, alors civil, mais en réalité, le problème, c'est que quand on maîtrise une technique, elle est duale, par définition, même si, évidemment, on ne peut pas faire abstraction en face, en effet miroir, de la question iranienne sur le nucléaire, évidemment. Donc, ça fait partie des demandes, effectivement, de Mohammed bin Salman, qui justifie cette requête en disant que ça s'inscrit dans son plan de transition post-pétrolier. Justement pour assurer une sécurité énergétique à partir du moment où il se sera extrait de la dépendance pétrolière qui est toujours celle du Royaume. Donc c'est très habile, évidemment, mais c'est un sujet particulièrement sensible qui est scruté, évidemment, par les Israéliens. Et Donald Trump sera obligé de tenir compte, évidemment, de ces préoccupations israéliennes. Mais il pourrait céder là-dessus. Pas évident. En tout cas, ça dépend sur quel point. Il pourra accepter un certain nombre de choses pour des réacteurs, pour l'enrichissement civil. Le plutonium, c'est une autre affaire, parce que le plutonium, on est d'emblée dans un registre potentiellement militaire, pardon. MBS, Trump, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, avec tout l'encadrement que l'on entend, effectivement, autour de cette question très sensible, ça pourrait aussi faire partie de la négociation beaucoup moins faciale, beaucoup moins visible vis-à-vis de la normalisation avec Israël. Parce que si, effectivement, les Israéliens finissent par accepter, finissent par envisager la possibilité qu'il y ait du nucléaire civil chez les Iraniens, avec tout ce que, effectivement, on comprend... chez les Saoudiens. Excusez-moi, chez les Saoudiens, avec tout ce que l'on comprend de sensibilité, il pourrait effectivement exiger en contrepartie qu'il y ait une normalisation avec Israël, en disant on accepte. Et ce serait une question qui serait peut-être beaucoup plus déterminante que la question palestinienne, dont on sait que pour Ben Salman, elle est plus de la logique on va dire, de faire attention à son opinion qui est sensible à ce sujet qu'une réelle implication à l'égard de la Palestine. Donc là, on voit bien qu'il y a une négociation business politique, puisque cette rencontre a lieu au moment où il y a une redéfinition des cartes, en tout cas au Moyen-Orient, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté le plan de paix de Trump pour Gaza à 13 votes favorables. Ça, c'était dans la nuit dernière, à New York. Et la Russie et la Chine se sont abstenus. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, les Émirats, la Jordanie, le Pakistan, la Turquie et même la France, donc, ont salué cette dynamique politique de ce plan Trump. Est-ce que, Yasmina Asrargis, ils en ont parlé, en tout cas, de ces accords d'Abraham pendant cette conférence de presse. Et Mohammed Ben Salman a dit que lui, il souhaiterait effectivement faire partie de ces accords, mais à condition qu'il y ait 2 États. Donc, il faut une reconnaissance d'un État palestinien. Donc, ça va rester la condition de MBS pour justement rentrer dans les accords d'Abraham. Alors, suite à 2 ans de guerre, effectivement, c'est le point fondamental pour la diplomatie saoudienne, qui est cette idée d'aller vers une souveraineté et un État palestinien. À un moment, au cours des négociations, plusieurs acteurs côté israélien, mais même certains aux États-Unis, ont essayé d'interpréter de manière un peu plus floue ce concept, mais le ministre des Affaires étrangères saoudien n'a eu de cesse de répéter qu'il n'y avait pas d'autre alternative à la solution à 2 États et que pour eux, cette idée d'État de Palestine était importante. Donc, de toute évidence, ils ont abordé le sujet puisqu'il est les accords d'Abraham et la résolution du conflit et du moins l'apaisement puis la reconstruction de la bande de Gaza sont des dossiers fondamentaux pour la Cour royale saoudienne et en particulier MBS, puisque à la différence des Émirats arabes
États-Unis, lui, a une véritable démographie qui ne le laisserait pas avancer, si vous voulez, vers des accords d'Abraham sans avoir certaines garanties pour les Palestiniens. Puis la question également qui se pose et qui est importante maintenant que, si vous voulez, il y a eu un certain nombre de négociations avant le 7 octobre et moins de 24 heures avant l'attaque du Hamas, des sénateurs des deux partis, donc bipartisans américains, étaient à Riyad, avaient eu des meetings avec MBS et ils avaient eu la confirmation effective que l'Arabie saoudite allait normaliser. Suite à l'attaque et les 2 ans de guerre, nous en sommes un peu plus loin, mais les intérêts stratégiques restent les mêmes, à savoir l'Arabie saoudite veut aller vers un deal sécuritaire qui leur permettrait d'avoir non seulement une proximité, si vous voulez, avec les États-Unis, mais ça permettrait aussi aux États-Unis d'hypothéquer quelque part la sécurité de l'Arabie saoudite et de se présenter comme les gardiens de cette région avec le US CENTCOM, donc le centre de commandement pour la région, qui monterait en puissance et qui monterait en gamme, puisqu'ils n'auraient plus que, ils ne se limiteraient plus à leur présence, si vous voulez, au Qatar et au Bahreïn, mais l'Arabie saoudite deviendrait le pivot face à l'Iran qui ne lâchera pas sur le plan idéologique son axe de la résistance. Donc, pour les Américains et pour les Saoudiens, il y a un alignement des intérêts. Maintenant, la question qui se pose aussi à Jérusalem est de savoir... l'Arabie saoudite n'est pas un pays où le pouvoir passe, si vous voulez, de père en fils. Et donc, la question de l'héritier et du prince se pose déjà aujourd'hui, notamment lorsqu'il s'agit de défense et de nucléaire. Karim Bitar, pour rebondir là-dessus. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, il pourrait y avoir une entrée dans ces accords d'Abraham ou pas, d'après ce qu'a dit, Yasmina Asraghi? Moi, je reste persuadé que le timing qu'a choisi le Hamas le 7 octobre était directement lié aux inquiétudes qu'ils avaient de voir cette normalisation aboutir très vite. Les Saoudiens n'avaient aucun obstacle de principe. L'entretien auquel Michael a fait allusion tout à l'heure, MBS disait très franchement que lui ne se sentait pas d'affinité particulière avec la question palestinienne, mais il devait prendre en considération son opinion publique, la jeunesse. Comme dans tous les pays de la région, il y a un véritable clivage horizontal entre les opinions publiques et les leaderships. Les leaderships sont prêts à aller au-delà de la normalisation vers une paix totale, mais l'opinion publique en Arabie reste très attachée aux droits nationaux du peuple palestinien. Lorsque Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, le hashtag le plus populaire chez les Saoudiens qui utilisent beaucoup Twitter, c'était « Jérusalem est la capitale éternelle de la Palestine ». Donc il y a un véritable risque d'assassinat. MBS l'a dit lui-même, je crains pour ma propre vie si je vais trop vite. Donc il faut me ménager et les Américains ont compris cela et sont en train de le ménager. Ils sont en train de le ménager, mais Benyamin Netanyahou a dit pas d'État palestinien. Il l'a encore redit juste avant la décision de la résolution des Nations Unies. Oui, donc, lui, il fait son métier, Netanyahou. C'est normal qu'ils disent ça parce qu'il ne peut pas se déjuger. Mais tout le monde connaît aussi le biorhythme politique en Israël. Il va y avoir des élections. Tout le monde sait qu'il ne sera pas éternellement en poste et qu'on compte aussi, j'imagine, dans la région, sur une évolution politique à l'intérieur d'Israël pour avoir aussi une autre approche. Et puis, Netanyahou, il peut aussi tout simplement céder aux arguments de Trump. On l'a vu. Là, encore une fois, il est amené à ronger son frein, à accepter... à admettre que les Saoudiens auront des avions comme les Israéliens, même s'il y a une différence un peu technologique, et il peut aussi contre donc ça fait pression sur Israël, le fait que des F-35 soient aussi exportés en Arabie Saoudite. Très clairement, en fait, on sent bien que quelque part, Trump dit que s'il a à choisir entre l'Arabie Saoudite et Israël, en ce moment, il choisit l'Arabie Saoudite.
Ça, c'est très clair. Et que si, effectivement, et que si Netanyahou veut avoir son accord de normalisation pendant qu'il est au pouvoir, mais il a qu'à aussi faire ce qu'il a à faire. Et de ce point de vue-là, le message est parfaitement passé. Mais reconnaître un État palestinien pour Netanyahou, pour l'instant, c'est pas du tout... Ah non, c'est pas du tout... À l'ordre du jour, il a toujours dit qu'il s'était toujours opposé, qu'il n'avait pas changé de posture là-dessus. Mais effectivement... Donc là, on a une divergence entre MBS et Netanyahou très claire. Et ce qui est intéressant dans la résolution de l'ONU qui a été présentée, c'est pour ça que Netanyahou était furieux, même s'il ne l'a pas reconnu publiquement, c'est qu'il a été mentionné explicitement l'horizon d'une autodétermination palestinienne. Un chemin crédible vers une autodétermination et un statut d'État palestinien. Oui, mais les mots sont lourds de sens quand même. Et donc ça, c'était des demandes des États arabes alliés. Et c'est pour rejoindre ce que vous disiez, justement sur le poids l'équilibre qui est en ce moment fait par Trump, au profit, en tout cas ponctuellement en ce moment, plutôt des États arabes dont il a besoin pour assurer la réussite de son plan sur Gaza. Donc c'est très compliqué. Il y a des arbitrages qui sont en fait parfois contradictoires et lui, il essaie de faire converger effectivement des alliés qui n'ont pas forcément le même agenda ou les mêmes intérêts. Alors l'autre pays, c'est bien sûr l'Iran. Et l'Iran et MBS, finalement, il y avait une normalisation. Après la guerre au Yémen qui les a finalement opposés sur le terrain, MBS s'était dit qu'il allait se rapprocher de Téhéran. C'est ce qu'il a fait tout de même récemment. Donc là, on n'est plus du tout sur la même ligne que Donald Trump lorsqu'il s'agit des relations avec l'Iran. Là aussi, je pense qu'il y a un MBS 2.0, comme vous disiez tout à l'heure. Il a mis de l'eau dans son coca. Il y a eu l'accord sponsorisé par les Chinois entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il n'y a plus de velléité d'en découdre. Parce qu'il travaille aussi avec les Chinois. Absolument, absolument. Les Chinois ont réussi le plus beau coup diplomatique de leur histoire avec ce rapprochement irano-saoudien. Ça n'a pas encore été entièrement concrétisé. L'Arabie saoudite reste déterminée à rogner les ailes de Téhéran un peu partout dans la région, mais il n'y a plus ce risque de clivage, ce risque d'escalade. Cela dit, moi je suis assez pessimiste sur ce plan de Gaza. Il y a encore énormément d'ambiguïté. Monsieur Ben Gvir a menacé d'assassiner des leaders palestiniens, d'emprisonner Mahmoud Abbas. Même la gauche israélienne n'est plus aujourd'hui favorable à un État palestinien. Donc dans le meilleur des cas, ce que les Saoudiens pourraient obtenir, c'est quelques assurances verbales qu'il y aurait une voie, un pathway vers une sorte d'État croupion démilitarisé. Mais sur le terrain, je ne vois pas comment un État palestinien viable pourrait voir le jour. Il faudra donc habiller cela pour permettre à MBS d'aller de l'avant. Yasmina Asrargis, ils ont dit pendant la conférence de presse, MBS a dit qu'ils étaient en train de négocier un chiffre sur l'aide qu'ils pourraient apporter justement à Gaza. Donc les Saoudiens, que pourraient proposer, qu'est-ce qu'il veut jouer comme rôle finalement MBS dans le dossier Gaza ? Alors, ça reste à déterminer en fonction de des négociations qui vont avoir lieu avec évidemment Jared Kushner et Steve Witkoff qui sont à la tête, si vous voulez, de ce processus, et Tony Blair qui va également chapeauter l'ensemble de l'opération à Gaza. La question qui se pose de la même manière pour l'Arabie saoudite et les Émirats, c'est que ces pays, bien qu'ils soient extrêmement riches, comme le dit le président Trump, ils ne souhaitent pas, si vous voulez, investir sans avoir la garantie que leur investissement paye. Donc, les conversations sur les investissements aujourd'hui sont en cours sur le dossier de Gaza, mais également en Syrie. Et je pense que ce qui va être négocié aujourd'hui, c'est réellement l'engagement des Saoudiens aux côtés des Américains sur une recomposition régionale beaucoup plus large. Et donc Gaza et la Syrie seront discutés peut-être de la même manière, puisque là aussi, vous avez des enjeux de reconstruction et d'infrastructures extrêmement importants. La Syrie, le premier navire portant un certain nombre de containers de pétrole saoudien est arrivé hier en Syrie. David Rigoulet-Rose, on a l'image d'ailleurs, c'était une information de Reuters. Je n'ai plus exactement le chiffre du tonnage, mais enfin bon, c'est quand même assez important. Et cette image, pour le moment, on voit que c'est ce qui est dit donc dans la presse, c'est que c'est un don.
des Saoudiens, un don en pétrole à la Syrie. On sait que MBS a eu un rôle important pour que Trump reçoive, il a reçu il y a quelques jours Al-Shara, donc le président intérimaire syrien. Est-ce que c'est pour MBS aussi une façon de pacifier l'ensemble du Golfe et de pouvoir exporter son pétrole finalement à la Syrie? C'est pour pouvoir réussir son plan. Parce que la Syrie est une pièce importante et il veut absolument la stabilisation de la Syrie. Et là-dessus, il retrouve Trump. Et d'ailleurs, on a retrouvé les tensions avec Israël sur la question syrienne, justement. Quand il y a eu les frappes, justement, à Damas, etc. Puisqu'il y a l'envoyé Trump, Tom Barrack, qui a négocié, justement, une cessation avec, putativement, un accord entre Jérusalem et Damas, justement, pour éviter que la situation dégénère. Parce qu'il y a le souhait d'une stabilisation de la Syrie post-Bachar. Et il se trouve que Mohammed bin Salman se veut un acteur central sur la Syrie. De quelle manière, justement? Avec le pétrole? En permettant une stabilisation économique. Il faut dire que la population, il y a 80% quasiment sous le seuil de pauvreté. Le redémarrage de l'économie, ça passe par effectivement des contrats. Et donc, il y a une articulation qui va être faite avec la Turquie, le Qatar, pour que justement la Syrie ne retombe pas dans l'orbite iranienne et qu'elle puisse repartir, redémarrer et donc, d'une certaine manière, assurer une stabilisation régionale au niveau du Moyen-Orient pour favoriser, alors pour ce qui est de MBS, la réussite de son plan Vision 2030. Il sait que ça ne peut pas marcher s'il y a un chaos régional. Et pour revenir sur ce plan, oui, Michael. Oui, en fait, pour plonger, il y a le plan 2030 de MBS, et puis il y a le fameux projet de méga deal qui est au-delà du deal du siècle, qui était les accords d'Abraham, le premier mandat de Trump. Là, maintenant, le méga deal qu'il a en tête, c'est effectivement de réunir l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Indonésie, voire on entend même le Liban, qui pourrait venir un peu plus tard, pour montrer à quel point, justement, toute la matrice nouvelle de ce Moyen-Orient nouveau se fait autour d'une normalisation avec Israël et surtout d'une capacité de pouvoir créer de l'échange économique et de l'attractivité économique. Parce que ça voudrait dire qu'il rentre dans les accords d'Abraham, mais pour l'instant, on n'y est pas. Non, avant la lettre. Avant la lettre, mais c'est ce qui a été proposé aussi aux responsables syriens, en disant lever des sanctions, rentrer dans les accords d'Abraham et normalisation économique pour pouvoir reconstruire le pays, parce que tout le monde a bien compris que le projet du président syrien est de reconstruire son pays et de quitter on va dire, le djihad planétaire qu'il a adopté pendant un temps. Est-ce que ça veut dire, Yasmina Asrarguis, que l'Arabie Saoudite est une sorte de pivot dans cette redéfinition du Moyen-Orient en ce moment ? On assiste très certainement à une montée en puissance historique de la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, une relation qui n'aurait pas pu, si vous voulez, atteindre son niveau de maturité avec une administration démocrate. Et ce à quoi nous assistons, c'est quelque part le pari réussi de Jared Kushner, qui, rappelons-le, lors de la première arrivée de Trump à la Maison-Blanche, globalement, l'État profond américain ne voulait pas entendre parler d'MBS, qui n'était pas le prince héritier que l'Arabie Saoudite et certaines instances de gouvernance américaines souhaitaient. Et donc, c'est Jared Kushner et Trump qui ont véritablement poussé, soutenu et permis à MBS de maintenir son pouvoir sur la première administration Trump. Et aujourd'hui, il vient, si vous voulez, récolter quelque part les fruits de ce soutien politique qu'il espère convertir avant la fin de son mandat dans l'élargissement et l'extension des accords d'Abraham, non pas comme on a pu le voir il y a quelques jours avec des pays comme le Kazakhstan et globalement des pays certes musulmans mais non arabes, mais ajouter, si vous voulez, l'Arabie Saoudite qui est le bastion des musulmans avec la Mecque et Médine, et donc sur le plan symbolique et diplomatique, ce serait une victoire certes pour le Premier ministre israélien, mais
aussi pour Donald Trump. Et donc, MBS en a parfaitement conscience et il espère tirer le maximum de cette relation avant de s'avancer vers ce chemin qui, par ailleurs, est déjà en train de se dessiner, puisque vous avez quotidiennement des vols qui passent d'Israël à Abu Dhabi ou à Dubaï en traversant le ciel saoudien. Donc vous avez déjà ce que j'appelle une normalisation silencieuse qui dure depuis maintenant quelques années et que l'Arabie saoudite n'a pas interrompue. Donc ce que nous pourrions voir sur les prochaines années, même les prochains mois, c'est une accélération de cette coopération silencieuse qui ne se donne pas à voir face aux photographes à la Maison-Blanche, et on n'aura certainement pas une grande cérémonie, une grande signature avec un Premier ministre israélien et l'Arabie saoudite et la photo que tout le monde attend et qui rappelle quelque part celle d'Yitzhak Rabin à la Maison-Blanche avec Arafat. Mais nous verrons dans ce silence qui est très moyen-oriental, l'accélération des conversations entre Israéliens et Saoudiens, entre Israéliens et Qataris, entre Israéliens et d'autres parties prenantes de ce nouveau Moyen-Orient que Donald Trump continue de dessiner. Vous êtes d'accord, Karim Bitar? Il est incontestable que le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé. Dans les années 60, sous Nasser, c'était le Caire, l'Égypte. Aujourd'hui, c'est le Golfe et plus précisément Riyad. Mais il y a des divergences qui peuvent encore apparaître entre Israël et l'Arabie saoudite sur d'autres sujets. Autant l'Arabie saoudite est en faveur d'une intégration économique très large, autant elle est également très attachée à l'intégrité territoriale de chaque pays, à l'intangibilité des frontières, alors qu'Israël pourrait être tenté par le jeu d'une alliance des minorités, d'aider les Kurdes, de manipuler les angoisses existentielles des Druzes en Syrie, etc. L'Arabie saoudite, du fait de son histoire, est très attachée à l'unité, à l'intégrité territoriale de la Syrie et du Liban. Et là, il faudra qu'Israël soit très prudente, car si la politique d'Israël en Syrie conduit à réouvrir ces guerres par procuration avec la Turquie, le retour de la Russie, les Iraniens, etc., il y a un vrai risque de fragmentation de tout le Levant et ce ne serait pas du tout dans l'intérêt saoudien. On n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Yasmina Asrargis, Michaël Darmon, on montre la couverture de votre livre. En plus, on vient d'en parler, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, et on la voit, cette fameuse photo. Elle est à la une de votre livre. C'est aux éditions Passé Composé. Voilà, on le voit en fin d'émission, parce qu'on ne l'avait pas vu au début. Merci Karim Bitar, David Rigoulet-Rose. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je vous dis à demain.